Et ben voilà, c'est parti mon coco. Bon, alors... On y va? De toute façon, on pourra couper, on pourra raboter le... vérifie si tu vois là-dedans. Oui, parce qu'après tu raboteras le début. Bah ouais, oui. Si tu vois quelque chose. Ouais. Bah j'essaie de centrer là qui est ton tableau dans l'affaire. Ah d'accord. Voilà. Ah non, désolé, mais moi tu me vois. Bon. C'est bon normalement. Ouais. Non mais après tout ça, c'est des réglages. Attends, je prends mon bol. Donc c'est parti là. Ouais. T'as Okay. du sucre si tu veux. Ou du miel peut-être. Alors le miel il est derrière. Vers la bouteille de pastis. Voilà. Alors monsieur Payou, peindre aujourd'hui. D'abord on y va. Qui a apporté le XXe siècle. Alors, ok, j'y vais. Alors. Ah, regarde, ça y est. Bon. Donc on est aujourd'hui avec le peintre Nicolas Fustenberger pour peut-être une série future d'entretiens sur le thème de la peinture, de peindre aujourd'hui. Et notre premier temps sera autour de la question qu'a apporté le XXe siècle selon lui, selon Nicolas, selon toi, à la peinture et mais d'abord sous l'angle de ces obstacles, de ces impasses. Voilà. Donc qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? Bah déjà, moi je dirais que l'activité de peindre, bon, c'est un peu gros, mais c'est une activité comme une autre. Mais bon, elle se passe aujourd'hui dans les temps qu'on connaît, donc il y a d'autres ingrédients par rapport au 19e, par rapport au 18e, au Quattrocento, etc. Enfin, forcément que on vit en 2017 et on fait une peinture. C'est Michel de Certeau, oui, qui disait ça. La peinture est celle que produit l'histoire. Enfin, c'est au jour le jour. Hein. Oui. On est dans l'histoire. Mais bon, moi je suis tout à fait pour faire des peintures, mais sans appellation ni moderne ni ancienne, la peinture tout court. Quoi. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Alors ça paraît, mais c'était plus au niveau, après on reparlera de ça, c'était plus sous l'aspect de ce que le XXe siècle a pu constituer, tu en avais parlé une autre fois, comme obstacle pour les peintres d'aujourd'hui, bien plus que comme un héritage. Oui, parce qu'en fait, moi je suis pas le seul à penser ça, mais il y a des gens style Guillaume Apollinaire qu'on allait déranger, je dirais, juste avant la guerre de 14, pour s'amuser à nommer, à faire critique d'art et voir... comme il était entouré beaucoup de peintres, c'était la peinture, et il a mis des appellations sur tout et n'importe quoi sans argumenter. D'où le cubisme, d'où le futurisme, etc. Donc l'orphisme, tout ce qu'on veut, tout ce qu'un isme, c'est grâce à Apollinaire, mais c'est du chamallow, quoi. Ça rime à rien. Les peintres n'y sont pas présents, c'est une sorte de poète. Il faudrait faut attendre des gens comme Jacques Gagliardi, qui lui, au XXe siècle finissant, argumente énormément. C'est un vrai critique, et c'est ce qu'il aurait fallu à la place de Guillaume Apollinaire. Oui, donc tu penses que c'est à cause d'individus qui sont extérieurs à la peinture? Oui, parce que les gens sont restés benoîtement dans le vide d'une époque naissante, sachant pas nommer ce qui arrivait. Donc il y a un petit malin qui est venu mettre des noms sur le truc, et les marchands ont suivi, voilà, tout va bien, on sait ce que c'est, maintenant on fait du cubisme, on fait de l'orphisme, mais en soi, au niveau de la peinture, ça ne donne rien, enfin bon, à mon avis, c'est des conventions linguistiques plus que picturales. Oui. Parce que le cubisme, c'est la dernière porte ouverte à la figure. Après, c'est l'abstrait, l'informel, tout ce qu'aimait pas Canveller, qui était le marchand des cubistes. Et puis à l'usage, on sait que l'abstrait, finalement, est intéressant, donne des choses valables. Mais aujourd'hui, un siècle plus tard, par rapport à un siècle après la guerre de 14, on revient à des fondamentaux figuratifs avec la culture de l'abstrait. Oui. C'est très différent de gens qui revenaient périodiquement à la figuration sans assimiler l'abstrait. C'est un peu dans l'état où se trouve la peinture actuelle. Tous les gens, s'il les Villane, toute cette génération de trentenaires qui donnent à fond dans la figuration, c'est des fins connaisseurs de l'art abstrait de toute façon. Mm-hmm. Ils ne peignent pas sans avoir des notions de Rothko, de Mondrian, ils ont ça dans la tête comme nous, comme à l'époque les impressionnistes avaient peut-être des choses dans leur tête tout à fait particulières qu'ils aimaient bien
regarder, c'est leur culture. Mais alors, d'une certaine façon, oui, pour poursuivre ton idée, c'est que et qui me paraît tout à fait légitime, c'est de considérer que finalement, le premier XXe siècle a créé des écoles et des différenciations qui, d'une certaine mesure, ont cloisonné la peinture. Ça a permis un art officiel voilà. Qui est un peu bébête. C'est comme aux gamins, on leur dit il y a telle période avec la partie 1, la partie 2, la partie 3. Ça arrange tout le monde. C'est ça. Mais en soi, un siècle plus tard, moi je peux faire de la peinture un peu cubiste, mais comme elle n'est pas dans la période cubiste, on va pas dire c'est du cubisme. Oui. Après, bon, on va dire, mais alors qu'est-ce que tu fais? Ben, moi je dis je peins. Je peins en 2017, forcément, comme disait un copain, par rapport à tout ce qui a été fait, c'est une revisitation complète, mais c'est pas forcément revisiter, c'est continuer à produire. Parce que moi je considère que les choses ne s'arrêtent pas au musée. Enfin, on veut tout enfermer dans un musée. Et en fin de compte, je trouve que l'association des grands groupements, les ateliers, les groupes, les mouvements sont beaucoup plus importants que de dire voilà, à la Apollinaire, vous avez telle période, telle époque, c'est ça. Tout ça c'est vivant, enfin c'est une chaîne de vivants, c'est ce qui tue c'est ça qui est moche pour les enfants, c'est qu'on les trompe là-dessus. Oui. Tous ces gens-là sont vivants, ont été vivants, se tiennent la main depuis la nuit des temps, depuis les tombeaux de Toutankhamon et d'autres, ça n'arrête pas. Je veux dire, Giotto, que j'aime bien, était lié à des peintres qui venaient de l'Empire d'Orient, etc., et qui même avec une culture liée à l'Égypte, etc. Enfin, c'est un monde qui n'arrête pas du vivant, en fait. Et on veut nous dire en Occident, non, non, tout ça c'est mort, arrêtez tout. Et ben non, moi je dis, on continue, ça ne sera jamais arrêté, il faut que les enfants qui viennent comprennent ça, quoi, les tout jeunes là, comprennent que c'est pas dans le musée qu'on apprend à peindre. On apprend à peindre dans la vie, en appréciant des choses. Oui, non, tout à fait, mais alors après, justement... Moi je fais pas du réalisme non plus. Oui, oui. C'est compliqué. Oui. C'est que, si tu le vois bien, dans l'écriture, on peut dire... Voilà, je voudrais expliquer une somme. Bon, alors il y a des règles d'or, je développe, j'analyse, je comprends, j'estime, je conclue, etc. En peinture, tu peux faire pareil. Hein. Je veux dire, tu commences par le petit esquisse, le croquis, l'élévation, les petits trous partout pour reporter faire une grande fresque. Tous les modes sont bons, mais pour moi c'est de la technique. Je veux dire, c'est pas de l'art au sens humain. Oui. C'est des techniques, comme il y en aura toujours. Hein. Tu veux faire un TGV, tu le fais pas en bois avec du balsa, c'est sûr. Bon, ça dépend de quel objectif tu te donnes dans la vie. Si tu veux faire un roman, ben évidemment tu vas potasser les us et les coutumes du roman, même inconsciemment, je veux dire, tu t'imprègnes. La peinture c'est pareil, je veux dire, moi je suis pas dans l'académisme, donc j'ai tendance à regarder des choses qui sont pas académiques, mais comme dans tous les opposés, on apprécie ce qui est opposé. Je veux dire. Bien sûr, oui. On comprend mieux, vaut mieux comprendre ce que disait Lyotel, mieux comprendre son ennemi que le subir. Oui. C'est déjà la moitié de la victoire qui est faite. Et c'est vrai. Oui, bien sûr. Bah oui. C'est pour ça que les Français, pendant la guerre de 40, en 42 en Algérie, ils ont édité Mein Kampf pour tous les militaires, pour qu'on sache à qui on a affaire. Au lieu d'écouter une propagande des deux côtés, des trois côtés. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? Voilà. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous savez contre quoi vous luttez. C'est honnête, moi je lis l'édition d'Alger, une française, on ne peut pas dire qu'ils faisaient l'apologie du racisme et de la criminalité politique. C'était de l'information. Bah, toutes les démarches de transmission, même dans l'art, doivent être d'abord d'information. Parce qu'il faut dire ce qu'on voit, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Et puis après, on peut passer au deuxième stade, c'est les émotions qu'on a eues. Alors t'as Proust, t'as plein de gens,
Moi, pour un type comme Picasso, il n'y a pas d'émotion. Voilà, alors par C'est exemple, dommage. c'est aussi ça dont je voulais te faire parler un petit peu aujourd'hui. Ouais, ouais. C'est par exemple certains, quand je disais les obstacles, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu la dimension symbolique faite par les gens de manière posthume, créer des écoles et comme tu dis, créer de la mort finalement, de la patrimonialisation. Et la deuxième chose que je voulais t'entendre parler, c'est sur les figures sacro-saintes voilà, de l'art moderne, comme Picasso, voilà, donc Picasso Ah surtout oui, est le... voilà, c'est aussi de l'info, on retient Voilà. que ce qu'on veut bien entendre. Mais dans l'histoire de Picasso, l'homme, bon, on dit, certains, il y a plusieurs tendances qui disent il ne faut pas s'occuper des hommes quand on parle d'art, il faut s'occuper de leurs œuvres. Mhm. Par contre, c'est difficile de départager. Bon, on prend un assassin qui a tué père et mère, et puis il a fait des super tableaux. C'est extraordinaire. Oui. Mais bon, est-ce qu'on peut aller au-delà de vraiment différencier l'horrible du merveilleux? Je sais pas. Ça reste très personnel. Hein. Oui, non, mais je pense que Alors, c'est... Oui. Picasso, C'est ça. Dorama avait dit un truc fulgurant sur lui, parce qu'il l'avait bien embêté. Il dit, mais ce monsieur il n'est pas un peintre, c'est un bon marchand de sa peinture. Ah bah, si on résume sa carrière, c'est exponentiel. Je veux dire, il trouve des bons marchands comme par hasard au bon moment, et il joue au chat et à la souris. Je veux dire, ah, vous voulez un Picasso? Ben, c'est temps. Vous voyez avec machin d'ailleurs, et puis l'autre il fait le forcing, c'est 10 fois plus. Et tout Picasso est là, il était fier d'être copié, qu'il y ait des faux. En fait, on a calculé, il y a presque plus de faux que de vrais Picasso sur la planète, Ouais. qui se sont vendus aussi cher que les vrais. Ouais. Donc on peut pas repartir en arrière et dire c'est des faux. Quand t'as claqué des... Ah oui, Tant qu'on y est, c'est bah oui. l'horreur. C'est-à-dire La guerre du faux, ouais. Ah oui, c'est Comme l'horreur. disait Je veux dire, Eco. tu es persuadé d'avoir ton Picasso, tout le monde te dit c'est vrai, c'est tant. Mhm. Et il y a forcément des faux là-dedans, et beaucoup. Donc c'est là où c'est un mec qui a réussi dans ce sens-là. Mais en soi, qu'est-ce qu'il leur a apporté à la peinture? Un état d'esprit, un éveil, une curiosité, mais avant tout commercial. Quoi. Je dirais que c'est qu'un monsieur qui observait ce que les autres faisaient pour en tirer le meilleur parti de lui-même. Mhm. Une anecdote célèbre, c'est quand à Montmartre, il allait voir ses copains dans les ateliers. Ah, Pablo arrive, ils rangeaient tous leurs tableaux contre le mur, et ils faisaient le blocus et ils s'organisaient pour qu'ils ne regardent pas les tableaux. Parce qu'ils savaient qu'en rentrant chez lui, il allait leur piquer Mhm. et les couleurs, et les mises en scène. Donc on pourrait peut-être le définir comme un faussaire finalement, tu parlais du faux. Bah, Il y a- tu sais, il y a un bouquin plus ou moins connu qui s'appelle Saint Picasso. Oui, C'est-à-dire c'est le sein d'une religion que ça Oui. intéresse d'exister. oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut pertinemment faire croire que plus l'art est cher, plus il est important, plus ça vaut de l'argent, plus c'est de l'art. C'est un choix dans la vie. Hein. Soit on se dit j'aime bien l'art, mais puis si on peut en faire du fric, tant mieux. Et à la fin, tu finis par aimer plus que le fric. Je veux dire, Mais c'est ça. qu'il y a 1 milliard sur ton mur, c'est extraordinaire. Je veux dire, j'ai un truc, comme tu disais l'autre jour, on vaut mieux le mettre dans un coffre que de le regarder. Ben, on en arrive là, tu arrives à la. T'as des vendeurs qui te vendent un Van Gogh à la découpe ou à la surface, pourcentage de surface à l'achat. Mhm. Tu es propriétaire de 2 cm² d'un Van Gogh. C'est ça. Comme un On arrive à appartement. des arguments de vente Oui, c'est terribles. ça. Quoi. Bien sûr, oui. Moi je préfère vendre un timbre-poste, à la limite, faire un tableau timbre-poste. Il y a un copain, il fait des tableaux de tout petits portraits de 2 cm par 2 cm. Et c'est pas mal, ça tient la route. Hein. Mhm. Donc il a des cadres plus grands évidemment. Ça fait des pyramides inversées ou vers toi, et au sommet il y a un petit carré de 2 cm par 2, et c'est le portrait de sa femme, de sa fille. Mhm. Et c'est vachement mignon, vachement à l'emporte-pièce. Mais bon, t'achètes 2 cm. Oui, c'est ça, ça reste toujours. Ok. Bon, les peintres modernes, tu sais, je crois que c'est un vaste. Je dis pas que c'est de la fumisterie, mais il y a des gens très honnêtes là-dedans. Voilà, de c'est ce que j'allais dire, Qui si. ont cru à tout ce qu'ils faisaient. Mhm. Et comme dans tous les gens honnêtes, bah, il y a des très bonnes choses, très sympathiques. Hein, moi, j'aime bien. Moi, j'ai pas du tout de jugement sur l'art moderne, l'art ancien. C'est l'art tout court. L'art, s'il te cause pas et s'il est une vaste fumisterie, ben, c'est pas que les gens sont des fumistes, ils sont coincés dans une C'est ça, plutôt. section temporelle où on leur dit il faut faire ça, où on va retenir que ça d'eux, pour un certain intérêt qui n'est pas forcément dans l'art. Mhm. Et le grand nettoyage, le grand purgatoire, c'est après, c'est ce qui va rester. Oui. Et nous, quand on ressort Vermeer, aujourd'hui, on sait bien, parce que Vermeer, Rembrandt, c'est des pointures. Mais on y a un intérêt aussi, je veux dire. Pourquoi eux plus que d'autres? Oui, oui, bien sûr. Je voyais dans une revue Connaissance des Arts de 2008,
Il ressortait un petit peintre italien baroque, moi je trouvais ça vachement bien. Puis il l'appelait le petit peintre, machin, parce que son nom ça veut dire petit maître. Mhm. Bon, avec quel mépris, je veux dire, soit on parle de peinture et on précise ce qu'a fait ce monsieur, que de jouer toujours sur son appellation. Oui. Sur la Comme carte si- ou l'atelier si d'un t'avais- tel, oui. C'est comme si on disait le petit Noblet, parce qu'il y avait un titre comme ça. Oui. Tu sais qu'avec Michel, je fais une coupure, mais hier, tu sais ce qu'on est allé voir? Non. Le château de Misère, dans la forêt de Tusson. Oui. Tu connais? Non, ça me dit rien. J'ai 3 cailloux en haut d'une butte. Il y a eu un château. Ils ont appelé ça le château de Misère. Alors on rêvait après un château de misère. Le château de misère, oui. Non, je ne connaissais pas dans la forêt. Pour moi, c'est un peu ça, l'art. Tu vois, c'est 2 mots associés. Il y a l'art, super. Et puis l'art, tout d'un coup. Et il cache misère, oui. Ouais, cache des trucs, cache pas, montre d'autres choses, etc. Puis les peintres qui ont bien marché dans leur tête, ça se sent. Je veux dire, c'est des peintures qui apportent toujours quelque chose. Oui. Qu'ils soient célèbres ou pas célèbres. Hein. Je veux dire, tu les croises, Oui, ça n'a aucun intérêt, oui, oui. tu les croises au coin d'une expo, dans un musée, dans un château, une petite maison. Putain, le truc... Tu le sais, que c'est sa vie, oui. Ça te le dit tout de suite. Hein. Après, ce que tu en fais, bon, que tu sois marchand ou tu veux acheter que de la peinture de telle époque à telle époque, puis en faire commerce, c'est bien. Moi, on m'a dit un jour, mais tu devrais exposer dans des galeries privées, tu sais, sur rendez-vous, des appartements-galeries. Ah bon. Oui, alors, D'accord. il n'y a plus de public, c'est trié sur le volet, c'est les copains entre les copains, donc des gens afriques, hein, qui achètent. C'est ça. Alors, tu vends toujours, ça, tu vends cher, et bien, mais t'es coupé d'un... Bah, tout le monde, oui. Donc ça... Non, c'est grave, hein. Ah oui, non, c'est gravissime, mais on m'a dit de faire ça si je voulais faire du fric et de pas m'emmerder. Et à développer, mais moi, ça me branche pas trop, là. Ça, je vais- Parce que quand je vois les gens en question, bon, t'as pas envie non plus d'être trop dans la combine avec eux, quoi. Un petit côté pourri entre nous. Il y en avait un qui était venu à mon expo, là, à mon expo avec Michel et tout. Mais il s'accrochait au plafond, le mec il supportait pas la foule. Ah oui, oui. Les anonymes. C'était la plèbe pour eux, quoi. Ah oui, c'était. Ah, je regarde pas ce qui se passe. Ouais. J'ai vu mes tableaux, ça va, parce que je rentre à la maison. Mais alors, justement, j'avais une question justement à propos de la marchandisation de tout ça. Je lisais là, il n'y a pas longtemps, un moment, bon, c'était à propos du roman, mais Tocqueville faisait un parallèle entre l'avènement de la démocratie et l'avènement du roman comme genre noble et démocratique, justement. Mais avec, si tu veux, déjà dans sa tête et dans la tête de gens comme Razimov, quand ils avaient écrit La mort du grand écrivain, l'idée que la démocratie peut déjà constituer en soi, et avec ses prémices, une sorte de banalisation de l'art ou certaines formes, et justement, par rapport à la marchandisation, de la peinture, voilà. C'est très clairvoyant, oui, ce qu'il a dit, Tocqueville. Parce qu'en fait, moi je suis persuadé que c'est très très long à mettre en place, c'est des grands lemmes de fond, dans le temps, nous on vit des choses qui sont faites il y a 2 siècles maintenant, au quotidien. Et ben, il faut imaginer qu'il y a des espèces de petites couches infinies qui se déposent tous les 10 ans sur les gens. Et il y a une grande démocratisation qui est passée par le rouleau compresseur de l'abaissement de la culture. Parce que l'élite de démarrage, le petit comité de base qui est censé informer tout le monde, partageait plus rien. Je veux dire, ils avaient dit c'est entre nous, l'Union. Et voilà. Donc on retourne dans une forme d'aristocratie de l'intelligence. Et donc les grands bouleversements, ce qu'on appelle des révolutions, c'est ça, ça casse tout. Mais en même temps, le temps passe et on repart avec un petit degré de plus. Je veux dire, tu as des gens, ils vivent dans un univers aujourd'hui, s'ils veulent, ils ont beaucoup plus d'informations que Louis XIV sur l'univers. Oui. Et puis, même que Napoléon Ier, que n'importe qui, juste en pianotant sur l'ordi s'ils veulent. Mais même dans le fait de respirer dans nos sociétés, ça t'apprend plus de choses. Et ça te rend plus malheureux. Oui. En l'occurrence, parce que tu as accès tu t'aperçois que tu as accès à 1000 fois moins de choses. Je veux dire que, ancestralement, quand tu donnais dans quelque chose de façon personnelle et studieuse et aboutie, il y avait des récompenses. C'est ça. Et aujourd'hui, on est dans la gabegie. On dit, oui, oui. Monsieur, mais ça ne nous intéresse pas. Ah.
C'est ce qu'un copain écrivain m'expliquait. Il me disait, moi je traduis des bouquins de l'anglais en français, et maintenant la technique des éditeurs, des grands noms d'édition, c'est de demander de faire un appel d'offres. On dit voilà, 3 pages d'un machin, 3 pages d'un bidule, mais à la fin, ces abrutis, ils ont traduit le bouquin. Ils ont payé personne. C'est génial. Ils ont le top, quand même. Ouais, mais ça, si tu vois, c'est cette diminution de l'œuvre, etc., au profit du marchandage. Je pense à une anecdote assez connue sur disons le dévoiement du roman policier, par exemple, avec la collection du roman noir de Rivage. Dans les années 40-50, on avait besoin que tout ce qui paraissait aux États-Unis, traduit en français, dans ces romans-là, soit des scénarios, quoi, des prêts à filmer. Et donc tu te retrouvais avec des bouquins de Jim Thompson, par exemple, qui sont été passés à la moulinette à 1/3. Parce que fallait que ça calibre comme ça. Et tu as l'impression, là, ce que tu disais aussi au niveau de la peinture, qu'il y a aujourd'hui, par rapport à une réduction du format, mais très symbolique. Comme tu dis, ça va être 2 cm² de toile vendue hyper cher, etc. Alors que, justement, t'as l'impression que c'est ça, c'est même pas du prêt à voir, c'est du prêt à dégoûter, prêt à emporter, quoi. Comme ça, mais ce qui est dommage, c'est que ça prend des dimensions, comme on appelle ça, sociétales. Enfin, ça déforme les choses, mais en même temps, ce ne sont que des possibilités. Je veux dire, ça n'a rien de. Ce qui est dangereux, c'est quand on essaye d'en faire des vérités et d'imposer un système avec ses a priori. Mais en soi, découper une toile et dire ça vaut X milliers de francs, on le fait avec le mètre carré dans les immeubles, ça ne dérange pas plus machin. Mais il faut savoir pourquoi tu n'as plus tout d'un coup accès à Van Gogh, plus accès. C'est comme les territoires qui disparaissent, plus il y a de barbarie qui réapparaît, moins tu peux y foutre les pieds. Le monde était plus connu en 1900 qu'en 2017 au niveau circulation. Ça devient très dangereux, de la Colombie à l'Abyssinie, en passant par le Yémen, de se balader à pied dans la nature. Finalement, toutes les possibilités qu'on développe, nous, individuellement, on passe notre temps à zigzaguer dans un monde possible, qui est encore un peu humain, mais c'est limite tout ça. La culture est limite dans ces cas-là. Elle est moins partageable, elle est moins... Alors moi, ce qui m'a toujours exaspéré, tu vois, j'en parlais dans l'interview que j'ai fait il y a bientôt 10 ans, c'est le côté, c'est l'art moderne, ceci, cela, c'est nous l'art. Et puis en même temps, on fait rien pour changer les choses. Enfin, pour dire, on pourrait dire aux gens, arrêtez de faire du loisir créatif, mais faites vraiment de l'art. On s'emmerdera du monde. Parce que là, ils seraient tourmentés, ils ont des choses à dire. Oui, parce que ce qui est triste aujourd'hui, c'est la réunion des gens qui pensent faire de l'art, mais c'est... On en parlait l'autre jour, là, c'est comme un architecte qui construira des maisons qui s'écroulent sur la tête des gens. C'est ça. C'est-à-dire que tu as des réunions de gens qui ont copié des photos avec du pastel, avec de l'acrylique, de l'huile, et ils font une expo et c'est extraordinaire, c'est de l'art. C'est des artistes. Mais ça c'est comme tu dirais, tu prends un mec, tu lui mets une hache dans les mains, t'en fais un bûcheron pour la photo, quoi. C'est ça. Mais par contre, il faudrait quitter 8 heures avec sa hache à abattre des arbres. C'est pas c'est plus le même propos. Une petite main chômage, Cassos et compagnie, on ne veut pas savoir. Tous les gens qui viennent te dire... c'est ça dans la société, la tristesse qu'on a, c'est que le bien commun, faire des routes, des hôpitaux, des maisons communes, c'est des grands théoriciens du social, je veux dire, mais ils sont comme les capitalistes, ils ne savent plus tenir une pioche, ils confient ça à des gens dont on ne parle pas. C'est ça. Et c'est ça la grande... Moi, je suis pas pour ça, je suis pour que les gens de base connaissent autant... Picasso, s'il a des qualités, Van Gogh, mais moi qu'ils aient l'info, et qu'on vienne pas leur dire non, vous êtes des crétins, c'est pas la peine qu'on vous... Tu sais, c'est comme on cache la bouteille de rouge sous la table, que tu n'es pas capable d'apprécier ce type de vin. Je veux dire, mais il faudrait peut-être donner déjà le truc de base, il faudrait peut-être commencer à goûter et dire aux gens, voilà, ça c'est super, ça c'est moche. Alors justement, on en vient à quelque chose de très important et de difficile, c'est justement comment aujourd'hui refonder des instances de légitimation, parce que quand tu prends, je sais pas moi, les académies au XVIIIe siècle, des choses comme ça, tu as, ou même ce dont parlait Jacqueline Lichtenstein, tu vas avoir des instances de légitimation, que ce soit d'ailleurs, c'est propre à tous les arts, les traités du goût, etc.
Mais alors, je sais que tu aimais beaucoup le peintre et critique Léon Gare, qui justement, et je pense que tu m'avais fait lire un peu, c'est vrai que quand on lit ça, on a l'impression, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, que c'est quelqu'un qui fait souffler justement, qu'on soit d'accord ou qu'on le soit pas, ou qu'on le soit, c'est pas le problème, mais ça fait souffler un bon vent sur tout ça. T'as l'impression que c'est quelqu'un qui, en sachant, se permet de donner plus que des opinions, mais d'avoir des argumentations. Donc j'aimerais que tu me parles un peu de ça. Léon Gare, c'est un monsieur, il a fait une peinture qui est mais qui est pas mal, qui est honnête. Mais il faut savoir qu'il fait partie de ces gens qui mettent le doigt sur la blessure quand ça a lieu. Je veux dire, ça c'est important. Quand une chose ne va pas, ils disent attention, là, vous faites ci, vous faites ça, vous aurez ça et ça. Et ça se développe, ça arrive. Et ces gens-là, à mon avis, c'est pas intéressant de les écouter, ça gêne tellement de monde, tellement d'actualité. Oui, tout ce qu'il a dit sur l'art contemporain depuis des années 20 aux années 60, manque de bol pour lui, il y avait mai 68. Personne ne l'a écouté, ce monsieur. Il sort une revue en débattant de problèmes qui n'avaient plus lieu. Tu vois, c'est ça qui est triste. C'est pas tellement ce qu'il a à dire est très important, mais c'est pas le bon moment. Donc, c'est ça. Tout s'écroule. Mais tu vois, bon. Mais reste la vérité de ce qu'il racontait. Ce qui est bien, c'est un esprit libre dans sa manière. Ouais, c'est très, très libre. C'est le problème de la réaction. On dit ces gens-là sont des réactionnaires, c'est des vilains réactionnaires. Ils ont quelque chose de ça, c'est qu'ils sont réactifs. Oui, c'est ça. Ils sont pas de moutons. Je veux dire, tu vois, le type, il finit par te mettre des boîtes de conserve avec de la couleur dedans, il tire dedans sur un beau panneau blanc, et voilà, il a fait de l'art. Bon, alors ça, tu écoutes ça, tu vois ça, tu te dis très bien, mais vous avez fait un art, vous n'avez pas fait de l'art au sens général, vous avez fait un type d'art. Bon, mais alors, on va vous demander d'exprimer, je sais pas moi, l'enlèvement des sabines avec votre technique. Ah, ça marche plus. Tu vois, bien sûr, il n'y a plus de motif. C'est comme une voiture dont tu retires les portes, le moteur, le volant, les roues. Tu montes toujours dedans, mais à quoi ça rime? Je veux dire, les fonctions sont différentes, c'est plus adapté. C'est ça. Mais alors justement, non mais voilà, ça ce que tu dis c'est très important. Mais pour poursuivre un peu l'idée et voir, c'était reprendre cette idée de tri aujourd'hui dans, par exemple, bon là. Tu sais, c'est simple. Ce qui fait que les choses pourraient apporter encore aux gens, c'est la pérennité. Je veux dire, c'est tout bête. L'académie, ça a donné des choses parce que ça a été pérenne pendant un laps de temps. Moi, je suis pas du tout pour revenir dans l'académie, parce que c'était une sacrée bande de. Oui, ça aussi, oui. De zobards terribles. Mais bon, ça a eu l'avantage d'apprendre à plein de gens différents des choses. C'est ça. L'anatomie, la proportion, des règles d'or. Très bien, je veux dire, au moins ils avaient un acquis, après ils esquivent. C'est ça, ça revient à ce que tu dis sur l'acquis de base, oui. Mais, tu vois, il y a des trucs, il faut faire des choses pérennes, je veux dire. Quelqu'un à qui tu dis, moi je les vois tous, ils savent pas du tout dessiner. Et pourquoi? Parce qu'ils savent pas regarder. Et pourquoi on regarde pas? C'est qu'on a des milliards d'images devant les yeux qu'on n'accroche plus. Des films. On n'accroche plus. J'écoutais des gens parler dans un bout de film. C'est pareil, ils savent plus parler. Les mots sont pas les bons. Ils mélangent tous les temps, les machins. L'inadéquation. Oui, c'est bon. Le langage, ce que tu vois, ce que tu retranscris en image ou en texte. Il y a une démolition de tout ça, mais qui n'est pas voulue par les gens, enfin qui est dans le ton de l'époque, je veux dire, c'est parce que la pérennité n'est plus là, le cheminement de base, ce qu'on appelait les humanités, c'était un peu du bourrage de crâne, mais ça avait l'avantage... mais ça rejoint l'architecture, voilà, ça avait des fondations un peu. D'ouvrir ton esprit à des sensibilités ou à une organisation, à un équilibre... qui pouvaient te sauver de plein de cas de figure. Attends, pourquoi il y a autant de maladies, de machins mentales, de preneurs de médicaments terribles? Tout est déstructuré et à l'avenant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont passer à travers tout ça parce qu'ils ont une tête bien construite, on va dire bien faite, tant mieux pour eux. Mais ils vont être agressés par des millions de gens complètement en vrac, à qui il faudra une culture en vrac.
Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors, dedans, eh ben, c'est les choses qui font pas de mal et qui font du bien, moi je dirais. C'est quand tu vends, carrément vendre, hein, faut employer ce qu'il vaut. Les termes, quand tu vends à quelqu'un de l'enseignement, aujourd'hui, moi je dis il faut lui vendre de l'autosatisfaction. C'est pas par la peur qu'il apprendra. Parce que les gens, tu leur dis faites ci, faites ça, ah je sais pas, je peux pas. Comment ça, vous êtes crétin alors? Vous savez, ça commence très Tout de suite le jugement, ouais. Et puis, d'autre part, mais il se retrouve incompétent. Donc il ne sait pas faire le truc, et tu lui apprends dans la peur. Alors, si tu lui montres le chemin, comment ça peut se faire sans être un truc de peur et de frayeur, il commence à découvrir un monde. Et après, il est fier parce qu'il a produit un truc, il y a de la satisfaction qu'il vend à son voisin. Et le voisin se dit, ah ben oui, mais lui, il y arrivait, pourquoi pas moi, etc., etc. Et à la fin, ils prennent un bouquin dans la bibliothèque qu'ils n'auraient pas lu la veille. Tout à fait, c'était attention, danger, un télo, quelqu'un boudin. Bon, les peintres, c'est pareil, hein. Je veux dire, tu vas pas revoir la salle du Louvre, machin, parce que tu es content avec Mickey, et puis... oui. Non, mais c'est ça, on leur soustrait des mondes. Oui. La femme bleue d'Enki Bilal, super, un beau tableau. Non, mais c'est bien ce que fait Bilal. Mais je le vois mal au Louvre, quelque part, parce qu'il va exprimer de la BD, pas de la peinture. Oui. Et dans la peinture, il y a des choses inhérentes à l'humanité depuis la nuit des temps. La BD, c'est autre chose, c'est contemporain, c'est entre la langue écrite et l'image, et l'image en mouvement. C'est compliqué, la BD. C'est un monde passionnant. Oui, c'est bien sûr, mais alors justement, on n'est pas... Enfin, comme tu dis, c'est un autre régime, mais la pérennité, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va retenir du XXe siècle? Peut-être que la littérature qui aura marché, c'est la science-fiction, la bonne, qui est une création du XXe siècle. La BD pour adultes, la BD ceci. Nous, ça ne nous intéresse pas. Mais en soi, c'est des choses novatrices, nouvelles, et dans un paysage qui a une universalité. Je veux dire, un petit Irakien peut lire une BD. Oui. Si tu lui traduis un peu les bulles, il est content avec ça. Un bilou, ça passe partout. C'est pas extraordinaire, mais c'est déjà le début de quelque chose. Tu vois. Ouais, mais c'est déjà renseigné, le lotus bleu, déjà. On se dit, Hergé, il avait fait des recherches sur l'art chinois, mais tu vois, comme tu dis, aujourd'hui, la différence, c'est pour être pérenne, il faut déjà être dans le temps. Et je me souviens, il y avait un truc que Proust qui m'avait toujours marqué, il disait. Je ne sais plus comment c'est la phrase exacte, mais c'est ça, je me sentais enfermé dans le présent comme les héros ou les ivrognes. Et on a l'impression qu'aujourd'hui c'est ça, c'est-à-dire que les gens sont tellement enfermés dans le présent, etc., que même la possibilité d'un recul temporel, comme tu dis, qui soit propre à faire ses humanités, pas forcément par les voies académiques. Ça rejoint un peu l'idée de ton développement, ça rejoint l'idée de le temps devrait être une progression à tout niveau par rapport au passé. Donc nous, on devrait progresser. Mais plus aujourd'hui, plus tu progresses dans le temps, plus tu t'aperçois que des pans entiers de la culture, de civilisation, ça devient de la poussière. C'est ça. Dans la tête des gens, bien sûr, ça ne se bâtit plus. Ouais. Il y a pas, ce que je trouve triste, c'est qu'il n'y a plus de projection. L'avenir, entre guillemets, très parenthèse. Il n'y a pas de projet véritable. Moi, j'ai résolu le truc, j'ai rien résolu, mais je me dis, je demeure là où je suis, parce que le fait de demeurer, c'est déjà une bonne réussite, je veux dire. C'est vrai. Parce que si tu changes tous les matins, comme voudrait la modernité, le mode, depuis Baudelaire, il a bien expliqué le processus, il faut être très riche, il faut donner énormément. Et en même temps, ça c'est pas humain, parce que souvent on a tendance à développer lentement les choses, on n'est pas capable toutes les semaines d'apporter un truc extraordinaire à l'humanité, c'est faux. Mais c'est toujours l'histoire dont on parlait tout à l'heure, il y a des idées qui sont électriques, qui sont très brèves, très vives, mais les réalisations, c'est des grands trucs. Tu vois, oui, ça me rappelle... Des millénaires de choux et de carrioles pour atteindre la bagnole. Oui, exactement, oui. On t'explique gentiment que ça faudrait passer à autre chose, ça bousille la planète. C'est peut-être une mauvaise direction. Tu vois, les énergies, dès que tu veux les maîtriser, ça fout le bordel. C'est l'histoire de l'énergie animale, humaine. Dès que tu tombes dans le fossile, même la culture du bois brûlé, c'est pas terrible. Donc, les gens, ils voudraient, comme d'habitude, le beurre, l'argent du beurre, tu vois, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans un confort.
Et ce confort, on n'imagine pas à quel rythme de sacrifice il est produit jusqu'à l'extinction de la planète. C'est ça. Quand on nous explique gentiment qu'au mois d'août, on a dépassé les ressources de la planète dans l'année, moi, ça me cause, mais je veux dire, je dirais, il y a 300 ans, il fallait le dire. Oui. C'est pas aujourd'hui, 300 ans plus tard, qu'on va changer le climat. Hein. Je veux dire, il aurait peut-être fallu dire aux gens de l'époque, là, au moment de la Révolution, faites gaffe, parce que là, il y a l'écologie qui va faire ça, etc. Et par contre, on sait pertinemment que dans l'Antiquité, il y a eu des périodes assez sombres, où les forgerons, il y a une plage en Italie, sur la côte romaine, là, un peu plus au sud, mais qui est noire de charbon. Parce que depuis le mégalithe ancien jusqu'à l'époque romaine, ça a chaudronné, là. On a fait du métal, de tous les types de métaux, sans jamais nettoyer ni rien. Donc dès que c'était inexploitable, on se déplaçait de 20 mètres, on recommençait. La plage, elle est noire comme à Dublin, hein. C'est dégueulasse. C'est de la pollution préhistorique. Oui. Ben oui, mais on la constate toujours aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui. Vivre sur cet endroit. Et aujourd'hui, les civilisations ont pris tellement de dimensions énormes que tu vendras bientôt des endroits purs de problèmes électromagnétiques, de pollution ceci, de pollution cela. Tu vendras cher les plateformes. Oui. Ta petite parcelle de pureté inventée. Petite pousse pour me faire une moresque. Et t'appuies là. Bon, on se fait repartir pour autre chose. Ouais. J'espère que c'est ce qu'elle a, mais je crois. Ok, attention. J'ai pas un petit problème. C'est pas grave, on va refaire l'autre, tiens. Ok, donc Nicolas, maintenant je voulais t'entendre parler un petit peu des peintres qui t'as aimé, qui ont compté pour toi. Là, voilà. On n'entend pas, voilà, je suis le micro est derrière. Ça va faire peur aux enfants. Hein. Vas-y. Alors les peintres que j'ai aimés... Voilà, qui ont compté pour toi. C'est tout bête, il y en a à peu près... Et pourquoi, et qu'est-ce qui t'ont apporté chacun d'entre eux? Disons qu'il y en a... il y a 3 peintres. Quand j'avais 19-20 ans, c'était Jacques Villon, le frère de Marcel Duchamp, exprès. Hein. Mais ce peintre-là, c'était un très bon dessinateur-graveur, dessinateur humoriste aussi. Il faisait beaucoup de dessins d'humour, que publiait Ruy Blas, tu sais, les trucs comme ça. Et puis, il a développé un truc qu'on a appelé le cubisme de la section d'or. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la section d'or ni avec le cubisme. En fait, lui, son idée, c'était qu'un tableau doit vivre de façon imperceptible, hein, ou visible ou invisible, comme une pyramide inverse en tunnel ou en sommet, tu vois. Il y a toujours les diagonales, les rectangles, plus des successions de rectangles qui créent des hauteurs, tu vois, des graduels. Donc Jacques Villon, il a donné beaucoup à l'époque dans ce que j'aimais faire, mais moi je l'ai déformé. J'ai beaucoup commencé par sa méthode, mais en fait je l'ai adapté à ce que j'aimais faire moi. Je suis pas resté bloqué sur... Un villonien. Oui, je suis pareil. Moi c'est pas mon truc de rester bloqué sur les trucs des autres. Alors, je me développe mes trucs à moi. Donc ça a été... Le premier, voilà. Premier peintre important. Ouais. Que j'avais découvert par Marcel Duchamp. Bon, c'était une autre histoire. J'avais un plâtre, j'étais immobilisé, puis un copain m'avait amené un bouquin sur Marcel Duchamp. Et puis j'avais commencé dans la bio du bouquin, c'était Alexandrian qui avait écrit ça. Ouais. J'avais vu l'histoire de son frère un petit peu, puis après je suis allé voir ce que faisait le frère, etc. Et aux mêmes époques, il y avait un peintre vivant, un copain de mon père, qui a toujours peint et vécu de ça, mais qui est un très bon peintre, c'est le fils du peintre de la marine, le marin-marine, Yves de Saint-Fond, qui est un super peintre. Bon, moi je trouve un super peintre, parce qu'il est très intègre et il n'a fait aucune concession ni à l'art moderne, ni du 20e. Bon, il zappe tout le 20e siècle tout en gardant le meilleur dans les couleurs, dans la façon de traduire l'espace, tout ça. C'est un mec qui a beaucoup bossé en Polynésie et à Chauzet, la petite île en face de Granville où ils avaient une maison.
Et en fait, tout ce qui reste de ce monsieur, ben, c'est très réussi, très chaleureux, et surtout, il n'a aucune prétention, il ne parle pas de son art. Quand on a fait des bouquins sur lui, il ne fallait rien dire, pas de texte, que des tableaux. Et moi, je trouve qu'il a pertinemment raison, quand on n'est pas dans le... Si tu es dans le fait, tu n'es pas dans le commentaire. Et ce monsieur a beaucoup compté, mais comme vivant, comme à côté de moi, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai tendance à peindre un peu d'après son univers, à lui rendre un hommage en allant à Chauzet, en faisant des rappels de trucs. Plus ça va, plus je suis dans la tendance de Saint-Front. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme peintre? Et le troisième. Et puis Ben Nicholson, qui est un super peintre que j'ai toujours trouvé admirable. C'est un monsieur qui est ni abstrait, ni figuratif, ni cubiste, mais à tout à la fois. C'est-à-dire que tu prends n'importe quoi qu'il ait fait, bon, à part les trucs traditionnels de sa jeunesse, très 19e. Après, quand il développe vraiment, il atteint son art, c'est vraiment... suivant les jours, dans ta tête, tu vois ce que tu veux. Je veux dire, soit une belle toile abstraite, soit un super intérieur, une table, des objets. Il raconte ce qu'il y a dans ta tête. Ça, c'est une réussite pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est que les gens ne soient pas... l'art, c'est pas un obstacle à ta propre pensée. Je veux dire. Ça devrait être une participation qui coule d'un truc, qui va vers l'autre et qui revient. Tu vois, c'est un système de communication, mais dans les deux sens. Si tu prends la journée d'une secrétaire stressée dans son bureau entre la clim et le café des patrons et les ordinateurs qui déconnent, elle devrait rencontrer un jour la toile qui lui parle de son stress, tu vois, et elle existe forcément. Par contre, elle n'a peut-être pas les moyens de la voir rapidement, mais elle la verra un jour. C'est pour ça que les gens, tout d'un coup, sont éberlués de la peinture. Ça leur parle énormément, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, c'est toute l'accumulation de leur non-réponse à leurs angoisses, à leurs usures, à leurs maladies, et tout ce que tu veux. La non-communication produit la plus grande communication au jour. Tu vois, c'est un peu ce qu'on appelle la grâce, la révélation, tout ce que tu veux. C'est-à-dire que tout d'un coup... Oui, de rien, tu passes. Oui, c'est ça. T'es comblé. Oui, c'est étonnant, ça, ce phénomène. Mais bon, toi, ça, c'est pas un truc d'enseignement, je veux dire, c'est un truc de savoir-vivre, on va dire. Ouais. Mais les gens ne peuvent que bien vivre. Ils sont pas faits pour mal vivre. C'est pas la condition humaine d'être un esclave, de souffrir, de mal manger, l'homme, il est bien foutu au départ, je dirais. Et dans la tête et dans le corps. C'est quelque chose qui doit fonctionner. C'est pas quelque chose qui doit devenir malade. Et la gestion de la maladie fait que on accepte tellement de choses aujourd'hui que plus grand chose va marcher. Mais le peu qui marchera peut-être fera avancer beaucoup plus rapidement les choses. J'ai l'impression que plus tu te retires les moyens d'avancer, plus tu avances vite, peu vont avancer vite, quoi, tu vois. Parce que c'est sauf qui peut, quelque part. Tu vas pas dire à une armée de malades, on va vous sauver, c'est si le toubib et le prof est malade. Hein, je veux dire. On l'a vu à la réunion avec la chikungunya, les mecs qui te soignaient, puis le lendemain, ils étaient eux dans le lit à côté. Ah oui, mais qu'est-ce que tu fais? C'est une logique terrible. Là, c'est bon, ça parle, normalement. Tu vas avoir des petits chiffres défilés à gauche. Donc, pour finir notre petit entretien du jour... Ah bon, il y a une fin? Mais jamais, ça n'en finit pas. C'est la journée sans fin. Non, c'était pour savoir un petit peu, là, donc, dans ta peinture, là, aujourd'hui, tu es en train de peindre une Via Crucis, une station de croix. Donc, pour que tu nous en parles un petit peu, et voilà. Et comment ça t'est venu? Comment c'est venu? En fait, c'est un vieux truc de chez Vieux Truc. C'est, comment dire... en fait, l'art dit sacré, l'art religieux m'a toujours intrigué. À une époque, je l'aurais bien méprisé, mais parfois, quand je regarde des tableaux religieux, je vois tellement de choses, des synthèses, tu vois, de nature morte, de paysages, de portraits. Il y a vachement de qualité. Les peintres, tu sens qu'ils atteignent ce niveau, ils mettent que de la qualité. Et ça, c'est important. Alors, je me suis dit, mais pourquoi c'est méprisé aujourd'hui? Parce que c'est profane, c'est mieux.
c'est séculier, on parle plus de religion. On va dire, il y a comme les chrétiens du XXe siècle, il y a le sacré maintenant dans des choses profanes. Oui. C'est ça, oui. Puis alors, quelque part, bon, tous ces antagonismes ont fait que je m'y suis intéressé à nouveau. Et moi, par expérience de vie, je trouve un chemin de croix, par exemple, très... Tu sais, un peu comme Jacques Maritain, l'humanisme intégral. Oui, ça rassemble tout. Ça te bouffe au point que tu penses plus que par ça, tu comprends plus que ça. C'est-à-dire, ça devient une auto-vérité sans le chercher, je veux dire. Donc ça, c'est le deuxième point qui est intéressant, c'est que c'est en accord avec une recherche picturale où tu te dis il y a des enseignements, des choses réalisées importantes. Et en même temps, tu t'aperçois que, peut-être plus particulièrement les 14 panneaux du chemin de croix, parce qu'il est une sorte de film et BD à la fois, comme le cours d'une vie humaine. Il y a un peu, on va du jugement à la mise au tombeau, mais en même temps, c'est de la naissance à la mort, je veux dire. Tu vois, l'autre, à 33 ans ou à 30 ans, tout s'arrête, c'était peut-être pas prévu dans sa tête. On le découvre en même temps que nous ce qui se passe, quoi. Donc on va pas dire que c'est du Godard, mais... Oui. Mais si tu veux, c'est passionnant, je veux dire. Oui. Si tu t'intéresses à la mise en scène, bien sûr, et à ce qu'elle apporte aux hommes et tout... Oui. Tu veux faire une petite pause? Je vais fixer. Oui. Oui, c'est quelque chose qui a une valeur exemplaire, quoi. Voilà, c'est-à-dire que le chemin de croix, pour moi, au-delà de l'anecdote ecclésiastique, religieuse, vaticanaise, elle apporte beaucoup aux hommes. Tu vois, il y a des religions comme ça qui développent des thèmes en images, en musique. Universels, oui. Qui sont, porteurs, mais pas forcément de christianisme, je veux dire, c'est une espèce d'humanisme chrétien, qui est important dans la pierre qu'on amène chacun d'un édifice. Et moi, il me parle, celui-là. Après, tu me dirais, je serais un péon mexicain, ça serait peut-être le dieu aux ailes machin. Ça me causerait. Mais moi, je suis ici, je suis là, entouré de cathédrales et de plein de choses, et c'est ça qui me parle. Mais en même temps, je m'aperçois que plus ça me cause, plus on peut l'adapter un certain messianisme, et sans esprit de mission ni de convaincre les gens, mais leur montrer que ce qui leur arrive est assez universel. Que personne n'est un roi, même un roi souffre, je veux dire. Oui, bien sûr, le roi est nu. Oui, et puis même, je sais plus, dans Camus, là, Caligula, là, tu sais, il y a un personnage qui répond à l'autre, tu sais, il dit, je sais pas, j'aime pas l'intelligence, je suis pas intelligent parce que je pense, ou un truc comme ça. Mais il y a un peu de vrai là-dedans, je trouve. Oui, non, mais c'est sûr, c'est pas un privilège Oui, voilà, c'est que, tu vois, il y a des choses, même dans les pires situations. Moi, je peux pas détacher ma pensée, par exemple, d'une histoire sordide, mais qui montre bien le degré d'inhumanisme dans lequel l'humanité est tombée. Que ce soit les Allemands, la Shoah, tout ça, c'est tout un contexte terrible. Mais que des hommes se soient posé la question, en découvrant des enfants dans un train de la mort, ils sont allés voir le responsable, l'officier supérieur, pour dire qu'est-ce qu'on fait. L'autre, il a dit, vous sortez les chiens et les matraques, et puis vous mettez des clous sur les matraques et vous achevez tout le monde. Et c'est un petit gamin qui a survécu à ça, qui raconte ça qu'à 70 ans, 80 ans plus tard, c'est un vieux monsieur, mais il est encore avec son regard d'enfant, comprenant pas ce qui s'est produit, ce qu'il entendait, etc. Et les Allemands de l'époque, qui étaient des monstres finis, dans les monstres, ils se posaient encore des questions d'humanisme. Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Il faut les tuer vraiment ou quoi? C'est pas prévu. L'humanisme, pour moi, quand je pense à l'humanisme, je pense à des histoires de base comme ça, à partir desquelles il y a une spirale qui se met en place. Mais tu vois, c'est l'histoire des innocents, massacre des innocents, tout massacre. Je veux dire, c'est déjà chez Dürer. Ce qu'on appelle la Shoah ou l'Holocauste, c'est peut-être une vision contemporaine
de choses qui ont toujours été en place. Oui, c'est sûr. Oui. Par contre, on n'en a plus l'actualité ni la contemporanéité. Oui, puis aussi on s'est doté de moyens pour que ça soit fait à une échelle encore plus vaste et tragique. Sans doute. Et comme c'est très présent, ça a tué des millions de gens, etc., dans une civilisation et un peuple précis, c'est normal, ils se sont appropriés le truc à fond. Je veux dire, tu ferais ça avec des Français, le peu de Français qui resterait, ils seraient là tous les matins, gna gna gna, vous avez vu. Mais c'est l'évidence. Bon, il faut peut-être attendre encore 1000 ans que le truc se tasse, etc. Mais s'il n'y a pas des bis repetita. Mais en soi, c'est dans l'inhumanité fait partie du cyclone, quoi, tu vois. On parle toujours de l'œil du cyclone, mais moi je me dis, il faut souvent être mieux dans l'œil du cyclone, au point zéro, là où tout tourne autour de toi, que d'être valdingué en périphérie, où là, t'as rien compris. Oui, où là tu subis, comme tu disais tout à l'heure. Oui, non, mais c'est compliqué, parce que même, il y a un parallélisme avec l'art, je veux dire, moi je te dis là, ça aujourd'hui, parce qu'on en parle, mais on est peut-être à la périphérie ou au centre de quelque chose. Peut-être que dans 30 ans, on écoutera ça différemment qu'au quotidien d'aujourd'hui. Et on se dira, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils cherchaient, qu'est-ce qu'ils voulaient dire, ou qu'est-ce qu'ils ont super bien dit, réussi à dire au moment où ça se passait. Oui, c'est vrai, on ne peut pas savoir. Tu peux pas savoir. Et au quotidien, la vie, elle est comme ça. Il faut comprendre qu'on ne peut pas savoir de quoi est fait le lendemain. L'évidence, c'est qu'il faut toujours être prêt au lendemain. Mais être prêt au lendemain, ça veut dire accepter des choses inacceptables. Et ça, les gens, on a tous du mal à comprendre ça. Tu vois, demain, tu peux avoir un empire qui s'écroule à côté de toi et des agressions militaires où il faut répondre. Bon, si tu réponds pas, tu te fais bouffer au plus dans la connerie, etc. Mais ça, c'est des choses politiques. Je veux dire, le politique devrait savoir qu'est-ce qui est encore bon à faire, à pas faire, etc. Et l'art, en finale, c'est dans la fin de la culture, je ne sais plus quel militaire disait ça, mais si on se fait tuer, c'est pour qu'il y ait encore des cathédrales, des machins, des trucs, parce qu'ils participaient d'une culture pas faite avec des boîtes de cassoulet. Non, mais c'est la fin de... Un peu couillon, c'est que les gens, dernier recours, une fois que tu as tué leurs femmes, leurs enfants, leurs machins, ils veulent encore faire le coup de fusil parce que il y a l'horaire, leur territoire, après leur territoire, il y a leur façon de penser. Il y a tout leur rêve, il y a tout ce qui les a bâtis, oui. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on essaye, dans le socialisme poussé, de te faire croire que c'est en acceptant toutes les pensées de tous les autres en disparaissant, en fait, que tu iras mieux. C'est complètement aberrant. Je veux dire, c'est pas on peut penser différemment du jour au lendemain. Mais tu peux pas fabriquer, tu sais, le EMAT des Allemands, le petit pays de ton enfance, il existe qu'une fois, il n'arrivera qu'une fois dans ta vie et c'est terminé. Que ce soit pour un petit gamin de Téhéran, un autre de Tokyo, ou un autre de Berlin, ou de Paris, ou de Poitiers, on en est tous là, je veux dire. Bien sûr. Tu peux pas dire non, tout ça n'existe pas, écoute ton petit voisin, il a bien raison, tellement il a souffert, et il va t'apporter le miracle de la vie. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, les gens qui sont en déplacement sont malheureux, c'est des gens malheureux. S'ils ont quitté un pays, ils ont quitté justement tout ça. Il y a des familles. L'exil. Donc tout ce que tu peux leur apporter, c'est un peu de réconfort, mais tu peux pas non plus devenir comme eux et pire qu'eux, etc. Oui. Donc tout ça, c'est pas transmis, c'est pas compris, et on préfère dire des grosses conneries derrière des micros et dire on a accepté tant de migrants, mais de quoi on parle? Je veux dire, on est tous émigrants l'un l'autre, je veux dire, à la limite. Exactement. Tu vois, c'est des gens qui ont réduit une culture. Moi je dis des gens parce que c'est tout le monde, on est tous dans le coup. Je veux dire, le fait de, comme disait je sais plus qui, c'est Michel ou je sais pas quoi, on parlait l'autre jour de quand ça va pas crier un bon coup, ah oui, c'est en cimetière, là. Quand il filmait un film qui est une virtualité, un film. Je veux dire, nous on va à l'enterrement du copain, on nous dit dégagez, il y a un film. On peut pas faire le chemin habituel et sortir par une porte et tout. On dérange, mais putain, le copain il est vraiment mort, on fait le truc. Et oui, la fiction est devenue. Et eux, avec leur film, ils ont dégagé.
Alors Michel m'a dit, il y aurait une solution, c'est qu'on sorte tous dehors au moment du tournage et qu'on gueule tous un grand cri d'horreur. Ben, c'est vrai. Donc là, le réalisateur s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 130 personnes qui crient dans la rue dès qu'ils voient la caméra. Bah oui, mais peut-être on arrivait à des extrémités. Mais c'est vrai, le cri. De bon sens, je veux dire. Et là, on nous fait, tu vois, la réalité on est dans un monde où on nous fait comprendre que c'est nous les anormaux d'enterrer le copain dans un crématorium et d'avoir un peu de respect. On parlait devant une porte, le mec il arrivait à dégager la voiture. Circuler. Oh, attends, non mais c'en est tristoun, quoi, tu vois. Mais oui. Et ça c'est un détail au quotidien, bon, il y en a moult. Voilà, j'ai le point rouge, c'est bon. C'est parti. Bon, il faut conclure, sans aboyer, mais conclure en silence, mais voilà. Oui, donc sur les... Voilà, finalement, sur le devenir des œuvres, puis peut-être, je sais pas, l'ingratitude ou non des hommes, quoi, par rapport à tout ça, qu'est-ce que c'est encore l'idée même de postérité aujourd'hui, si tant est que c'est voulu dire quoi que ce soit avant. Alors là, plus que jamais, il y a comme tu dis, c'est la gabegie. Tu connais Vercors et le silence de la mer? Oui. Michel l'a regardé il y a pas longtemps. Une adaptation. Ah, ils l'ont tourné à Tusson. À Tusson, ils l'ont tourné. Ah oui, Ouais, encore une digression. Enfin bon, pour conclure, je dirais. Le film de Melville. Le film de Melville. Non, à nouveau. À nouveau, oui. Ok. Pour la télé. Ah oui. Alors, moi je trouve, de loin, je trouve ça nul. Alors, pour conclure, c'est que tout d'un coup, Vercors, ça me fait penser à ce type de situation. C'est-à-dire que la vraie idée de Vercors, c'est que le mec qui s'intéresse à la réalité, est pris sous le couvert d'une guerre qui n'est pas la sienne, et décide de se taire plutôt que de participer à cette réalité, tu sais, de l'Allemand qui est là, qui aimerait bien partager un moment d'humanité. Il préfère le silence. Je dirais que l'art c'en est là. C'est-à-dire que on va pas faire l'effort d'aller vers toi, passer à un certain niveau. Oui. C'est-à-dire que si tu as décidé de ne pas faire d'effort de ton côté, je vois pas pourquoi on en ferait. Tu vois, si tu dis un exemple, tu vois, dans une lettre, comme j'écris une petite lettre tous les mois, dans une lettre j'avais mis un mot tordu pour qu'ils appelaient un mot aristocratique. Alors là, tu vois, je suis tombé de haut. Un mot qu'ils ne comprennent pas, c'était un mot... Qui leur est, violence culturelle, comme ils disent. Le mot, Michel? C'était assez simple. C'était basique, hein. Oui. Oh, soliloquer. Non, même pas. C'était encore un truc dans ce goût-là, ouais, soliloquer, mais... Non, c'était je subodore. Ah, voilà. Je subodore, c'était d'une prétention aristocratique qui les a... Et tout ça, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne comprenaient pas le mot. Le sens du mot subodorer, je subodore quelque chose, ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Donc au lieu de dire je ne comprends pas, ils disent arrête, c'est aristocratique, ça me gêne. On en est là. Voilà, l'art c'est ça, c'est-à-dire que demain tu montes des fleurs à une bande de crétins qui n'aiment que Mondrian, tu les déranges. Tu montes que des Mondrian à une bande de crétins qui n'aiment que des chrysanthèmes en pastel, tu les déranges. Et on est dans la société de conflit. Voilà. Et le problème, c'est qu'on aura du mal à en sortir de cette situation. Il n'y a pas de... Là, c'est bien parti pour que ce qui est pérenne, c'est le conflit. Il ne faut pas l'oublier, c'est une situation de quasi de guerre, d'individu à individu, avec les moyens actuels d'informatique et de réseau. Tu dis merde à machin, il te répond merde, etc. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de conversation. L'art de la conversation a disparu. Comment veux-tu que l'art de regarder un tableau soit acceptable? Si tu fais pas plaisir aux gens, ils te font plus plaisir aujourd'hui. Il faut tout leur donner et rien recevoir. Et là, on ne porte pas au pinacle, mais on dira il est bien celui-là, il est bien. Mais alors, dès que tu veux dire quelque chose, tais-toi. C'est à peu près ça. Bon, voilà ma conclusion, c'est que il y a 10 ans, je disais, c'est inacceptable qu'on dise des trucs, tu sais, du genre, telle civilisation. Alors les Juifs, ils ont privilégié l'art abstrait, parce que ils se sont aperçus que la peinture existait, que ça faisait partie de la culture, ça faisait bien. Donc on privilégie l'art abstrait.
Ce qui est assez contradictoire, parce que les principaux marchands sont juifs, ils ont refusé la retraite. Bon. Mais moi, dire machin est juif, machin est bleu, ça m'a toujours emmerdé. C'est facile, c'est une réduction. Comme si tu disais, il y a des œufs carrés, il y a des œufs bleus, et puis des rectangles, et des œufs ronds, et puis des œufs. Non mais je pense que voilà, on arrêtera un peu avant. Dans les œufs. Ok. Bah c'est ça, en fait, c'est que plus personne ne se comprend, alors que tous les moyens sont en place pour qu'il y ait super compréhension. Je veux dire, t'as tout aujourd'hui pour communiquer, et on ne communique rien du tout, si ce n'est le fait de s'engueuler. Oui, mais c'est horrible. Non, c'était bien ce que tu disais sur le conflit, c'est juste. Oui, c'est Georges Chimel qui parlait beaucoup des progrès par les conflits. Oui, c'est vrai. Mais bon, il n'avait pas connu la guerre de... Je sais pas s'il avait connu... C'est la guerre de 14. La guerre de 14, oui. Il disait plus trop grand-chose après. Mais la guerre de 39, là, il a zappé le phénomène conflictuel majeur. Bon, après, il y en aura d'autres. Mais ce qui est rigolo, ce qui est étonnant, moi, je trouve, quand tu attribues un peu d'humanisme à ce qu'on respire, le copain qui est mort là, il y a le 3 décembre, c'était un Anglais, mais son cauchemar, c'était que les guerres actuelles engendrent une 3e guerre mondiale. Et lui, il était convaincu que ça allait déraper. Et à peine on l'enterre, il meurt. Le lendemain, enfin, au moment de sa mort et le lendemain de sa mort, bah, toutes les chaînes, c'était Daesh, c'est fini, l'État islamique, on n'en parle plus, on va regarder ce que deviennent les prisonniers et tout. Et ça m'a sidéré, je veux dire, t'enterres le mec avec ses pensées noires sur le futur, à peine il est enterré, pouf, c'est comme si il avait plus un bon coup et on parlait d'autre chose. C'est étonnant, je veux dire, phénomène d'association. Bon, je l'aurais pas connu, ça marche toujours. Ah bon? Ah ouais.